probablement déjà parlé à certains d'entre vous de ce programme, comme on a avancé maintenant. Initialement, ce questionnaire formation, il est né l'année dernière, au sein du programme 4, avec des auditions qu'on a menées pour essayer d'évaluer un petit peu ce qui pouvait manquer aux stagiaires qui arrivaient dans les différentes structures juridiques et aux nouveaux collaborateurs également, aux néo-juristes, aux nouveaux entrants. Suite à ce premier diagnostic donc, qui était nourri d'audition, on a souhaité corroborer ou infirmer et affiner ce premier diagnostic par une étude quantitative. On a passé le début de l'année 2017 à élaborer ce questionnaire, à essayer de faire qu'il soit le plus logique possible et donc en tirer le maximum de choses, à faire beaucoup de sélections aussi parce qu'il y a énormément de points intéressants, mais on ne pouvait décemment pas vous poser encore plus de questions que ce qu'on vous a déjà posé. Le questionnaire est long pour ceux qui l'ont fait, vous l'aurez vu. Ce questionnaire, on l'a lancé le 21 avril et depuis, les réponses rentrent et on commence à travailler sur les résultats. Donc, ce que je vais vous présenter, là, c'est les tout premiers résultats provisoires. Donc, c'est une analyse intermédiaire que j'ai faite sur ces derniers jours, sachant qu'il y a encore des résultats qui rentrent sur le questionnaire et qu'on fera évidemment des synthèses plus pointues, plus globales et plus définitives quand on aura décidé, nous, qu'on arrête le compteur. On va attendre au moins une quinzaine de jours encore. Ce que je vous présente, c'est très intermédiaire. Ça donne des premières tendances. C'est une petite sélection de quelques points sur le très grand nombre de points qu'on pourra faire plus tard. Alors, pour commencer, je vais vous parler des personnes qui ont répondu pour le moment. Vendredi, donc c'est là que j'ai arrêté le compteur pour faire les statistiques, il y avait 790 réponses. On espère arriver à 1000. Jean espère arriver à 2000. C'est un naturel optimiste, mais après tout, sait-on jamais. C'est peut-être possible. Je suis pas optimiste. Mais sur ce point-là, en tout cas, tu l'es. Alors, je parle de l'inverse, en fait. Les répondants, j'avais mis les 4 slides les unes sur les autres. Les répondants par âge, donc, on visait essentiellement des jeunes professionnels. Donc, on est à peu près dans le scope, puisque plus de 50% des personnes moins de 30 ans. On a quand même quelques-uns qui sont plus seniors et c'est toujours intéressant de pouvoir comparer par segment d'âge les pratiques. Le statut, donc vous voyez, il y a une partie d'étudiants, ça fait à peu près 40%. Des étudiants qu'on a classés en stagiaires, qui sont jeunes professionnels, entre guillemets, et des professionnels juniors, moins de 2 ans, et puis pour les confirmés et des seniors qui sont à peu près à 30% également. Par métier, on a 44% de juristes d'entreprise, de juristes en entreprise au sens large, donc en collectivité, association, dans tout type de structure, mais donc hors profession réglementée. On a profession réglementée, donc avocat, huissier, etc., notaire, 30%, et puis le reste qui se ventile dans un certain nombre d'autres catégories. Assez peu d'enseignants, assez peu d'éditeurs aussi, pourtant c'est pas faute d'avoir diffusé, mais bon, les canaux sont ce qu'ils sont et ça touche plus ou moins les populations en fonction du type de support qu'on utilise. Et par catégorie de structure, donc on a à peu près 50% des répondants qui sont dans donc des professionnels évidemment, des stagiaires qui sont dans une entreprise de plus de 500 personnes, plus ou moins une grosse entreprise, et puis 30% dans une, on pourrait appeler une PME, ça ne répond pas tout à fait aux critères de l'INSEE, mais grosso modo, et une toute petite entreprise, donc une à 20 personnes. Vous voyez, ça va? C'est peut-être un peu petit, non? Oui, bof. Non, on va très bien. D'accord. Alors, on a focalisé sur quelques aspects, sachant qu'il y avait des questions sur la recherche juridique la veille. On a focalisé essentiellement sur le savoir-être et sur les compétences numériques, les quelques questions qu'on va vous montrer là. Alors, la première question qu'on s'était posée, c'est quelle est la présence en ligne professionnelle? Évidemment, uniquement, tout ce qui est de l'ordre du personnel ne nous concerne pas. Et on a posé une question qui était, est-ce que, à titre professionnel, vous, votre structure avait un site internet, vous, votre structure professionnelle avait un blog, que vous-même, dans un cadre professionnel, êtes sur les réseaux sociaux. Donc on voit que quand même 70% des répondants sont uniquement sur les réseaux sociaux. Soit ont lu un peu vite la question, soit appartiennent à des structures qui n'ont pas de site internet. Qu'ils n'en aient pas eux-mêmes, on peut le comprendre.
c'est quelque chose qu'il faudra qu'on explicite quand on analysera, c'est la chose qui n'est pas encore faite de notre côté. Et puis la plupart des autres pratiquants sont multi-réseaux, donc site internet plus réseaux sociaux pour l'essentiel, à peu près 20%. Pour ce qui est des étudiants, on n'a pas encore complètement fini la segmentation, mais les étudiants sont plus présents sur les réseaux sociaux et moins évidemment sur les autres supports, et ça bascule légèrement, mais très légèrement, quand on rentre sur les professionnels. Assez peu finalement. Il y a aussi des gens qui n'ont aucune présence professionnelle en ligne. Je ne les vois pas ici, mais ça fait à peu près, c'est de l'ordre de 17% quand même, de l'ensemble des réponses. Et parmi ceux-là, alors retraités on peut comprendre, c'est qu'1%, on n'avait que 2 réponses en même. Donc c'est pas très étonnant, mais quand même 24% d'étudiants et 42% de professionnels seniors. Donc là aussi, il va falloir qu'on essaye d'expliquer le pourquoi, mais ça paraît énorme que des professionnels qui, a priori, au moins pour partie, font de la promotion au fond du commercial, n'aient aucune présence professionnelle en ligne, sur les réseaux sociaux. À développer plus en détail par nous quand on fera les analyses avec le groupe de travail qui bosse avec moi pour étudier tout ça. Alors, l'absence sur les réseaux sociaux, les motifs, c'est essentiellement par souci de protection de la vie privée des données, assez logique. D'autres disent qu'ils n'ont pas le temps, d'autres ne sont pas intéressés. Et le autre, c'est quand ils n'ont pas... c'était une autre raison, mais qu'ils n'ont pas précisé laquelle. J'avoue qu'entre pas le temps, pas intéressé et protection des données, je ne vois pas ce qui reste, mais c'est encore quelque chose qui reste à défricher, aussi dans les réponses. C'est des réponses en plein texte, donc ça prend du temps. Constitution du réseau sur LinkedIn. Donc là, on est passé, on s'est focalisé sur les réseaux professionnels, on ne s'est pas penché beaucoup sur ce que les gens faisaient sur Pinterest ou sur Instagram, moins pro globalement, quoique. Et ce qu'on peut voir, et ce qui est intéressant, c'est que on voit que les gens, qui sont sur LinkedIn en tout cas, ont relativement bien compris que c'est un réseau professionnel. Donc, la plupart n'acceptent pas systématiquement toutes les demandes, quelles qu'elles soient. La plus grande majorité n'accepte que des personnes qui correspondent à leur univers professionnel. Je ne dis pas que c'est bien, c'est la majorité. Après, il faut qu'on analyse là aussi. Et ce qui est drôle, quand on le met en parallèle, c'est quand les personnes sollicitent pour constituer leur réseau, elles sont plus timides. On va dire ça comme ça. Donc elles sollicitent très largement à seulement 2%. Et pour 46%, uniquement des personnes qu'elles connaissent. Alors que logiquement, l'idée c'est d'élargir un petit peu à des profils qui sont proches du vôtre. Bon, après, tout dépend de ce qu'on appelle connaître. On n'est pas tous des amis, mais on peut se connaître en s'étant croisés 2 fois et intégrer le réseau. Là aussi, c'est des choses qu'on devra analyser. Donc, je ne sollicite jamais personne, on suppose que c'est des gens qui n'utilisent pas réellement LinkedIn, même s'ils sont dessus. Ou alors ils attendent d'être invités. Grand timide peut-être. Tout ça, donc c'est à analyser, mais c'est les premiers éléments que j'ai trouvé intéressant de vous communiquer. Autre point sur la e-réputation. On a posé une question qui était de savoir si les personnes vérifient, via Google ou un autre moteur de recherche, en mettant leur nom, leur prénom, voir ce qui sort comme résultat. Donc là où c'est ensemble, c'est l'ensemble des répondants, toutes catégories confondues, étudiants, professionnels juniors, confirmés seniors, etc. Donc on voit que plus de 50% quand même vérifient de temps en temps. Ce qui est, pour moi c'est une surprise, je ne pensais pas qu'autant de gens le faisaient dans un cadre professionnel. Les étudiants sont plutôt plus nombreux à le vérifier, et les professionnels seniors un peu moins nombreux. J'aurais plutôt pensé l'inverse. C'est des choses là aussi qu'il faudra qu'on mette en perspective et qu'on analyse plus en détail. Les pourcentages ne sont pas énormes, mais c'est vrai qu'avoir 30% des professionnels seniors qui ne regardent jamais, sauf à considérer que d'autres le font pour eux, c'est quand même encore beaucoup. Enfin, je trouve, personnellement. Ce n'est que mon analyse à moi. Alors, on a posé également une question concernant les spams. On en a tous croisé quelques-uns, plus ou moins douloureusement. Et cette question, c'est plus... allez, il faudra qu'on voit ce qu'on en tire. Alors, soit on est d'une nature optimiste et on se dit... il y a 32% qui sont hyper forts et qui reconnaissent tous les spams. Ce qui est beaucoup, hein. Donc quasiment un tiers. Soit on se dit, ils croient qu'ils les reconnaissent, mais en fait, peut-être pas. Ça, c'est toujours pareil. Donc pas toujours, et il y a des gens qui n'ont jamais croisé de spam de leur vie,
soit ils ont une super DSI, soit ils les ont peut-être pas reconnus, à voir. Donc, ce n'est que 2% aussi, c'est pire. Alors, on arrive sur les questions qui étaient pour ceux qui l'ont fait en toute fin de questionnaire sur les compétences numériques. Et on a eu plutôt de bonnes surprises, donc ça dépend des questions. Mais sur l'open data, qui est quand même une des raisons d'être d'OpenLaw, on peut à ce titre-là se féliciter des réponses. Il y a quand même 76% des gens qui disent savoir ce qu'est l'open data et qui savent vraiment ce qu'est l'open data. Il y a la bonne définition. Ce qui est plutôt une bonne chose par rapport à ce qu'on pensait. Il y a quand même 6% des personnes qui ont dit qu'ils ne savaient pas et quelques pourcents qui n'ont pas renseigné. Donc ça devait être la 70e question et qu'elles ne sont pas obligatoires. On peut supposer qu'il y avait un petit peu de fatigue sur la fin. Mais le résultat est quand même plutôt bon. Moins bon pour la justice positive. 20% de personnes ne savent pas ce que c'est. Donc aucune des réponses proposées ne leur parlait, ce qui pour le coup est beaucoup. Et puis, 75% des réponses des personnes ont su répondre, les autres fausses réponses ont été très peu cochées. On a quand même 20% de personnes qui ne savent pas répondre, alors que quand même, on le voit dans les journaux, on a des fautes de le pratiquer. En tout cas, il y a de la communication sur ça dans les médias, dans les médias juridiques, les médias professionnels. Dernier point, je crois que j'ai terminé, 5 minutes. Il m'a pas jeté sa montre à la figure, c'est que ça doit aller. Ce qu'on a remarqué, c'est de l'observation, ça c'est de l'observation des réponses, que l'âge des répondants s'est rajeuni sur les 2 dernières semaines de réponse et que les taux de bonnes réponses sont quand même meilleurs. Ça s'est aussi féminisé, bon, il n'y a pas de hasard. Mais effectivement, on voit que le taux de bonnes réponses s'est amélioré. Ce qui est presque un peu curieux, puisque finalement, typiquement la justice prédictive, la communication, elle est axée sur un milieu professionnel, dans des magazines type qui ciblent les managers. Or, c'est quand même ceux qui sont le moins au courant. Il y a un article dans le monde qui est passé. Oui, non, mais il y en a partout, mais ce que je veux dire, c'est que dans les revues juridiques que peuvent lire les étudiants ou sur les blogs, il n'y a pas forcément. Enfin, il y a moins. C'est pas les mêmes, pour moi, c'est pas ce public-là qu'on cible en premier. Mais il faut affiner. Ça, on fera avec le groupe de travail. Moi, j'en ai terminé. J'ai déjà... Mais non, parce qu'on va vous applaudir et certainement vous poser quelques questions.